Bonjour à tous, bienvenue. Comme promis, donc voilà une première vidéo juste après Kippour, qui j'espère pour tout le monde s'est bien passé et nous a renouvelé une bonne année, tous inscrits dans le livre, dans tous les livres de la vie, de la parnassa, de la bonne santé et qu'on n'obtienne que des bonnes choses pour cette année. Une petite introduction, vous savez que tout de suite après Kippour, il est bien de commencer, pour ceux qui sont méticuleux, la construction de la souka. La construction de la souka incombe à chacun d'entre nous. Il est donc important, comme bien sûr dans ce cadre-là, de bien connaître tous les détails, les lois relatives à la conformité de la souka. Dans certains endroits, d'ailleurs, même les Talmidei Chachamim ont l'habitude, les savants, de faire le tour de la ville pour examiner la cacheroute des soukot. Le Zohar explique que celui qui se construit une souka, eh bien, Dieu le protégera de tous les anges malfaisants, et celui qui se fatigue et sue pour sa construction obtiendra le pardon de ses fautes, puisque le dernier kara, si on peut dire, c'est le jour d'Oshana Rabbah, qui est en fait le dernier jour de la fête de Sukkot, où là va être scellé de manière définitive ce qui a été décidé pour chacun d'entre nous, déjà pour le bien, mais dans le bien, il n'y a pas de limite, on peut toujours encore aller encore plus haut. Une souka, donc, pour chacun. On doit s'efforcer d'avoir chacun une souka cachère dans laquelle on pourra accomplir la mitzvah du séjour de la souka durant les fêtes de Sukkot. Le Zohar enseigne qu'ainsi nous aurons le mérite d'être épargnés de la sévérité divine, comme c'est marqué dans le Sefer Pardes du Rav Moshe Cordovero. Et donc, participer à la construction de la souka est une mitzvah, car accomplir une mitzvah par soi-même est préférable plutôt que de la déléguer à autrui. Comme l'explique dans le Shulchan Aruch, le Rama, le Admorazaken et différents chapitres 624 et 641 du Shulchan Aruch. Même les personnes qui sont des personnes distinguées ou même des gens délicats et non habitués à ce type d'exercice, eh bien, le feront eux-mêmes, comme cela est rapporté dans les Sha'arei Teshuvah. Alors, quand construire la souka? Eh bien, les personnes méticuleuses dans les mitzvot commencent la construction de la souka à l'issue de Yom Kippour et terminent le lendemain, donc c'est-à-dire en fait, comme c'est marqué d'ailleurs dans le Rama, le Admorazaken, toujours dans Siman 624, 625 du Shulchan Aruch. Donc, cependant, en cas de besoin, il est possible d'entamer la construction avant Yom Kippour. Pour ceux qui pensent avoir des difficultés pendant, après, eh bien, au contraire, certains pensent que c'est préférable car cela ajoute à nos mérites avant Yom Kippour. Bon, on n'est plus dans ce cadre-là. Et donc, on pourra construire une souka, même si on n'a pas eu le temps pour une raison ou pour une autre, même à Chol HaMoed, eh bien, si on ne l'a pas fait au début de la fête, il faudra quand même la construire, car la mitzvah, c'est durant toute la durée de la fête. Comme cela est rapporté toujours dans le Shulchan Aruch, Siman 637, Halacha 1, et dans le Mishnah Brura aussi, très longuement explicité tout cela. Alors, donc, les règles de la fabrication de la souka. Alors, comme vous le savez, la souka, c'est le srar. Srar vient du mot, souka vient du mot srar. Le toit de la souka doit être posé pour ombrager. Une souka n'est cachère que si son toit est posé pour ombrager et non pour d'autres objectifs, comme par exemple de vouloir protéger de la pluie ou comme un entrepôt. Cependant, aucune pensée particulière pour ombrager n'a été requise et donc une souka construite simplement comme ça n'est pas valable. Toute souka qui est construite simplement pour la fête de Sukkot est cachère, sauf s'il y a d'autres objectifs pour après la fête et en plus donc de la mitzvah. Si on désire donc utiliser une souka qui est construite pour la fête de l'année précédente, c'est-à-dire que l'année dernière, on avait une souka, on ne l'a pas démontée en se disant tiens, je vais les laisser pour l'utiliser après l'année suivante, eh bien, si elle n'a pas été du tout utilisée pendant une année entière, certains avis exigent qu'un acte nouveau pour la mitzvah de l'année, donc de cette année telle qu'aujourd'hui, par exemple, eh bien, ce sera d'ajouter un peu de srar, du feuillage composant le toit, sur une surface minimum de 8 cm sur 8 cm au nom de la fête ou une quantité quelconque, mais sur toute la longueur ou la largeur de la souka. Par contre, si on s'en est servi pendant l'année pour d'autres choses, par exemple, à l'exemple d'une souka sur un balcon, on devra à ce moment-là soulever un tout petit peu le srar
et le redéposer au nom de la fête. Donc le srar, n'oublions pas, c'est la partie du haut, donc le toit fait à partir de végétaux qui poussent bien sûr donc de la terre et qui sont donc des végétaux qui ont été coupés pour être utilisés pour faire le toit. Pose du toit, bien sûr, la pose du toit, très important, doit être faite après la construction des murs. Le srar doit être posé pour l'ombrage seulement après avoir construit les murs de la souka. Un exemple, par exemple, celui qui construit une souka avec un mur tordu, comme cela est expliqué dans la Maseret Souka, doit faire attention à poser le srar qui est donc pas soul, c'est-à-dire par rapport au toit inapte, qui complète le mur tordu avant de poser le toit cachère. En effet, sans le toit inapte, la souka n'a pas de paroi et le toit cachère serait alors installé avant les parois et là, c'est donc interdit. Si on construit une souka dont les parois sont cachères en utilisant le principe de ce qu'on appelle l'avoud, définition, on avait expliqué, donc le lavoud, ça veut dire c'est ce qui va permettre de projeter la surface donc d'un mur pour pouvoir, de ce qui manque, selon maximum 3 coudées, trois tefas, c'est-à-dire 30 cm, fait comme s'il était parti, faisait partie de la paroi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des murs avec des cordes dans la souka qui sont espacées de manière à arriver à peu près à 70 cm par rapport au sol, et les 30 cm qui obligent minimum de ce que doit être une paroi, qui doit être de 10 cm, de 1 mètre, eh bien, ces 30 cm qui manquent vont être considérés comme existants puisque c'est une projection, donc ce qu'on appelle la voûte, c'est un principe qu'on apprend dans la halakha. Alors, si par exemple, justement, ce mur s'est écroulé pendant la fête, par exemple, le cordage de ce lavoud s'est déchiré, on pourra alors refixer le cordage ou reconstruire la paroi sans avoir besoin ensuite de lever, de redéposer le toit, car la souka avait dès le départ été érigée selon les règles. Ensuite, un autre point, la pose du srar par un enfant mineur non bar mitzvah ou bien par une femme ou un non-juif, eh bien, il n'est pas valable. Il est bien a priori important de veiller à ce que le toit soit posé par un homme juif de plus de 13 ans et non par une femme, un enfant non bar mitzvah ou les avdil, un non-juif, car toutes ces personnes ne sont pas tenues d'accomplir la mitzvah de la souka. Et donc, de ce fait, d'après plusieurs avis, celui qui n'est pas astreint lui-même à une mitzvah ne peut pas participer à sa préparation. Par contre, ils peuvent accompagner, peuvent venir aider, comme le font d'ailleurs beaucoup de femmes ou d'enfants, venir aider le mari ou venir dans la synagogue pour participer à la soukha collective. C'est une très grande chose, d'ailleurs une très grande ségoula. Emplacement de la souka. La souka doit être essentiellement à ciel ouvert. La souka doit être bâtie à ciel ouvert, car lorsque le toit de la souka est surplombé par autre chose, alors il devient inutile pour faire de l'ombre, ce qui est la fonction première d'une souka. Et une souka qui ne produit pas d'ombre n'est pas une souka. Par conséquent, on ne construit pas une souka sous un balcon ou sous un arbre, etc., même s'ils sont beaucoup plus élevés que le toit de la souka. Cependant, si le seul endroit possible pour la souka est sous un arbre, alors on pourra consulter un rave, car dans de nombreux cas, la souka peut être considérée cachère. Au-dessus de fils électriques, de cordes à linge, etc., il n'y a en général à ce sujet aucun problème. Autre aspect, mauvaises odeurs, mouches, moustiques. Une souka construite dans un lieu où l'on sait par avance qu'il sera impossible d'y résider car il y a une odeur insupportable ou des mouches, des moustiques, n'est pas une souka cachère. Cependant, si la souka donc a été construite dans les règles et ce n'est qu'après que les mauvaises odeurs, etc., ont surgi, alors là, la souka reste cachère puisque quand elle a été construite, il n'y avait pas tous ces problèmes. Mais on sera dispensé d'aller sous cette souka car on souffre en y résidant et vous savez que le principe, c'est de prendre du plaisir dans la souka et bien sûr de faire la fête de manière joyeuse. Une souka inexploitable pour dormir, une souka où il est impossible de dormir même si l'on peut y manger, n'est pas considérée comme une maison et donc non cachère, même pour y manger pendant Soukot. Car même si la souka est appelée donc une habitation provisoire, donc eh bien malgré tout, elle doit quand même être appelée une habitation. Ça doit être exploitable aussi même pour pouvoir dormir. Par conséquent,
on ne doit pas construire une souka dans un lieu où l'on a par exemple peur de dormir à cause des voleurs, etc. Cependant, certains décisionnaires ont plaidé la cause et trouvé donc des justifications, par exemple pour les restaurateurs qui construisent des soukates sur la voie publique et qui leur permettent de faire pendant la fête de Souka bien évidemment leur commerce. Alors, si maintenant on veut construire, imaginez que vous habitez donc dans un immeuble et que vous voulez maintenant décider de créer, de faire une souka sur la voie publique sans autorisation, eh bien, on ne pourra pas résider dans une souka sur le terrain d'un ami sans son autorisation, et à plus forte raison ici, quand elle fait partie du domaine public. Pourquoi? Parce que cette souka sera considérée comme empruntée. Mais a priori, une souka ne peut pas être prêtée, ça doit être notre souka. Mais là, dans ce cas, a posteriori, si on a quand même résidé dans une souka située dans un endroit public sans autorisation, eh bien, malgré tout, on est quitte de la misva. En effet, finalement, elle n'est pas volée, cette souka, puisqu'un terrain ne peut pas être volé. Mais on ne pourra pas, hein, et c'est là la grande différence, réciter la bénédiction de l'échev basouka sur une telle souka qui, comme vous le savez, cette bracha doit accompagner au préalable toutes les bénédictions de ce que l'on va manger et boire dans la souka. Alors, de la même façon on ne doit pas construire donc une souka sur la voie publique sans autorisation des autorités compétentes, la mairie, le syndic des propriétaires ou de la copropriété ou de l'immeuble, car cet endroit appartient à tout le monde. Et même si les juifs de l'endroit sont certainement d'accord avec cette initiative, eh bien, les non-juifs ont les mêmes droits sur ce lieu et ne le supportent pas. Toutefois, a posteriori, on est quitte, mais on ne peut pas réciter la bénédiction, les chefs Basuka là aussi. Cependant, avec une autorisation de la mairie ou de la copropriété ou du syndic ou autre, il sera permis d'y résider en récitant la bénédiction, les chefs Basuka, a priori, d'emblée, les Khatrila, comme cela est rapporté par le prix Méganim. Et il est à noter que de nombreux décisionnaires ont essayé de justifier la construction de Sukkot sur la voie publique sans autorisation, mais il reste évident que l'on devra veiller à s'assurer qu'il y a une autorisation au moins verbale, car il semble que l'Admorazaken n'est pas d'accord avec cette opinion et rend inapte, donc psoula, une souka non autorisée par les autorités administratives. Cette autorisation est appelée en France autorisation d'installation sur le domaine public. Concernant maintenant la construction de la souka, en introduction, il faut savoir que les détails des règles de la construction de la souka sont très nombreux, que ce soit pour les parois, le toit, etc. De ce fait, nous nous contenterons donc ici d'expliquer en fait que quelques principes de base, et en cas de doute, bien sûr, on consultera donc son rave. Notion importante. Le principe de l'avoud. L'avoud veut dire coller. En fait, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est la projection d'une superficie qui va continuer à s'identifier donc à la chose elle-même. Donc, le lavoud signifie coller et attacher. Si deux choses sont séparées par un espace vide inférieur à 3 tfachim, c'est-à-dire donc 3 palmes, 24 cm, eh bien, elles seront considérées comme collées et attachées ensemble. Exemple, la barrière d'un balcon est souvent fabriquée avec des barres métalliques proches l'une de l'autre. Si elles sont séparées, ces barres, de moins de 24 cm, ce qui est le cas en général, eh bien, cette barrière est alors considérée comme si elle était entièrement pleine, sans espace entre les barres métalliques, donc comme collées les unes aux autres. D'autres exemples seront donnés d'ailleurs avec l'aide de Dieu un peu plus tard. Il y a ce qui s'appelle un autre principe. Un principe, c'est ce qu'on appelle le principe de Goud Asik. Traduction, tire et fait monter. Alors, selon ce principe, il est possible de tirer et de faire monter un mur de façon virtuelle et de considérer comme s'il s'étirait vers le haut. Alors, un exemple, par exemple, eh bien, il n'est pas nécessaire que les parois de la souka touchent le toit tant qu'elles ont les dimensions minimum de 10 palmes, c'est-à-dire 80 cm. Et donc, on applique le principe de Goudasik Mechitsa, donc ce qui veut dire tirer et faire monter la paroi, et l'on considère que le mur a atteint le toit. Ensuite, il y a une autre expression, Dofen Akuma, traduction mur tordu.
Un mur qui n'est pas obligé d'être vertical, il peut également avoir une forme tordue, ressemblant à la lettre hébraïque, le resh. Un mur pareil a un angle droit. De ce fait, même si la partie du toit de la souka en contact avec le mur est un srar inap, il ne va pas disqualifier, sera pas disqualifié disqualifiera pas la souka, car on peut considérer que cette partie du toit est la continuation du mur, à condition toutefois que ce srar inap ne dépasse pas 4 coudées en longueur, environ 2 mètres. Exemple, il y a un balcon au-dessus d'une souka, celui de l'étage supérieur ou d'un autre étage, même si ce balcon recouvre une partie du toit, la souka n'est pas inapte. En effet, on considérera le srar au-dessous du balcon comme la suite du mur. Bien évidemment, on ne pourra pas manger au-dessous du balcon, car ce serait manger au-dessus du mur, alors que l'on doit manger sous le srar, et nous avons néanmoins gagné de pouvoir assimiler ce mur à l'une des parois de la souka. Quelles sont les dimensions de la souka? Alors, la hauteur minimale d'une souka est de 10 tfachim, c'est-à-dire donc 10 palmes, soit 81,6 cm. Longueur et largeur, les dimensions minimales d'une souka sont de 7 tfachim sur 7 tefachim, soit 57,2 cm sur 57,2 cm. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est là, bien sûr, une petite souka, très petite, mais c'est ce qui permet, d'après la halakha, de mettre la tête de la personne à l'intérieur, la majorité de son corps, et de mettre une petite table de 1 tefa, puisque la tête et le corps va prendre 6 tfachim, et le reste, les 1 tefa, seront la table, et avec cela, on pourra considérer qu'il est bien sous la souka. Les murs de la souka, d'après la halacha, 3 murs suffisent pour une souka. Mais la meilleure façon de faire la mitzvah est d'en construire une 4e. Et ainsi est la coutume d'ailleurs chez Chabad, comme le dit le Rama Sefer HaMinhagim Chabad. Il est possible d'utiliser n'importe quel matériau pour fabriquer les parois de la souka. Mais le mur devra tenir malgré tout face à un vent de force habituel. C'est pourquoi, a priori, on ne construira pas de mur avec du tissu, car il est à craindre qu'il ne se détache de sa place sans qu'on puisse s'en apercevoir. A posteriori, si le tissu a bien été attaché au départ, la souka est donc cachère, a priori. Donc, effectivement, donc on voit après qu'à posteriori, ce n'est pas convenable de rester comme cela, mais que puisque c'est marqué qu'à posteriori, si on s'aperçoit que ça s'est détaché, malgré tout, la souka, ça reste acceptable selon la halakha. Mais dans la pratique, il faudra donc ajouter des parois avec le principe de la voûte, comme on a dit tout à l'heure, de façon à rendre cachère ce type de souka. En d'autres termes, il faudra donc ajouter au tissu des piquets verticaux ou bien des tours de fils horizontaux ou verticaux, comme ils sont aujourd'hui en vente dans les sous-côtes toutes faites, attachés et supportant donc un vent de force habituelle espacé de moins de 3 palmes, c'est-à-dire 24 cm, puisqu'on avait dit que chacun se colle l'une à l'autre, et donc on aura jusqu'à au moins une hauteur de 10 palmes, c'est-à-dire 80 cm, et les parois doivent être proches du sol, car une paroi éloignée du sol de plus de 3 palmes, 24 cm, est inapte, elle sera pas psoula, et on n'oubliera pas qu'il faut construire, bien sûr, les parois avant de poser le srar, comme on l'a dit. Alors maintenant, il faut aussi tenir compte d'une chose importante, c'est ce qu'on appelle Mahamid Srar sur des. Il faudra poser le srar sur des barres métalliques ou attachées avec des cordes. Alors non seulement le srar, le toit de la souka, doit être composé de végétaux coupés du sol, feuilles, branchages, etc., et ne pouvant pas devenir impurs, ce qui exclut donc les aliments, les ustensiles en bois, mais également le Mahamid, le support du srar, doit aussi remplir ces conditions. En effet, on ne pourra pas donc mettre des barres métalliques attachées avec des cordes. Ce n'est pas possible. En effet, on impose au soutien du srar les mêmes caractéristiques de peur qu'une erreur amène à utiliser les matériaux du support du srar comme srar lui-même. Par conséquent, si on a déposé donc le srar sur des barres métalliques, sur la longueur ou la largeur de la souka, on ne pourra déposer le srar dessus car ils font partie du support du toit de la souka. Et de même, un srar qui ne tiendrait pas devant un vent habituel ne doit pas être attaché avec des cordes
ou fil non cachère pour le srar, c'est-à-dire donc du fil de fer, des choses qui sont en plastique, des choses comme ça, puisque tout doit être végétal. Donc, il faudra utiliser des cordes végétales, du chanvre ou des cordes telles qu'elles existent. Elles sont en vente aujourd'hui, qu'on trouve très facilement. Car alors, le toit, si on utilisait par exemple des fils de fer ou des fils en plastique, serait maintenu en place par des éléments inaptes au SRA. Cependant, a posteriori, après coup, si elle a déjà été construite, on pourra manger et réciter les chefs Basuka dans une souka dont le support du SRA n'est pas cachère, barre métallique, matière plastique, corde inapte au SRA, mais d'emblée, on essaye de faire les choses bien avec les matériaux qui soient des matériaux végétaux. Voilà un petit conseil pratique pour le maintien du SRAR. Premièrement, poser le SRAR donc bien sûr, à poser sur le SRAR des tasseaux de bois ou d'autres choses cachères pour le toit, comme des branches d'arbres, toutes assez lourdes. Ainsi, le support du SRAR sera cachère. Deuxièmement, on peut aussi attacher le SRAR avec des fils ou des cordes cachères pour le toit, comme des feuilles de loulav, des fils ou des cordons de coton ou de lin qui n'ont pas été peignés ni tissés, puisque ce serait là des tissus, ce n'est pas possible. On pourra tolérer l'utilisation de fils végétaux industriels pour attacher le srar. En effet, l'inaptitude d'un mahamid, donc ce qui soutient non cachère pour le srar, est déjà un décret rabbinique, et l'inaptitude des fils précédents aussi, du fait de leur changement d'aspect consécutif à un travail industriel, et ont un principe de ne pas superposer deux décrets rabbiniques pour une même situation, pour interdire deux fois en cascade des choses que l'on devrait faire. Voilà, donc pareil, donc seul le support du toit doit être cachère pour le SRAR, mais le support du support peut être inapte au SRAR. Pour ça d'ailleurs que les sous-cotes qui sont vendus aujourd'hui sont en métal, en métaux, mais on met dessus donc bien sûr là des bambous par exemple ou des nattes de manière à pouvoir donc avoir un support d'un toit qui soit en végétal, et ensuite on pourra donc mettre aussi au-dessus des canisses constituées d'un assemblage de cannes de roseaux, d'osier ou d'autres végétaux, vendus d'ailleurs sous forme de rouleaux. Elles ne sont pas destinées en général au couchage ou à l'assise, et peuvent donc devenir et ne peuvent pas donc devenir impures. Elles ne sont pas considérées comme des kélim. Elles sont donc cachères pour le sra. Cependant, les canisses sont attachées avec des fils de plusieurs sortes qui en sont les supports. Alors, les canisses avec certification rabbinique où les fils sont des végétaux naturels qui n'ont pas été peignés, sont donc aptes au SRAR. Ceux-là peuvent être utilisés a priori. Les canisses liées avec des fils de coton parfois tissés entrelacés et donc inaptes au SRAR, mais cette inaptitude étant mineure, de nombreux décisionnaires les autorisent, comme Mahamid, comme soutien sur le toit, car on ne superpose pas, comme on l'a dit, des décrets rabbiniques sur une même situation, l'un au-dessus de l'autre. Et troisièmement, les canisses attachées avec du fil nylon ou du fil de fer sont inaptes au SRAR et pas utilisables a priori, car le support du toit, comme on l'avait expliqué, doit être cachère pour le toit et fait à partir de végétaux. Cependant, on pourra s'en servir à condition de poser dessus des tasseaux ou des branches d'arbres cachères pour le SRAR. Ainsi, même sans les fils en nylon ou en fer, la canisse ne tombera pas ou ne s'envolera pas, car alors les tasseaux et les branches sont les réels supports du canis et non les fils. Le srar doit être proche des parois, donc on doit veiller à ce que le srar arrive jusqu'au mur de la souka. En effet, si le srar est distant de plus de 3 palmes, c'est-à-dire 24 cm d'une paroi, celle-ci n'est pas considérée comme un mur de la souka et peut remettre en cause la cacheroute tout entière de la souka. S'il n'en reste pas 3 murs cachers, mais si la distance est inférieure à 3 palmes, 24 cm, selon le principe de la voûte, le srar est considéré comme collé au mur, même dans le cas où le mur n'arrive pas au toit, qu'en appliquant le principe de goude assis, comme on avait dit, la prolongation donc de la surface du mur. Quantité maintenant du srar. Quelle est la quantité du srar? L'air de la zone d'ombre produite par le srar, comme on l'avait expliqué, doit être supérieure à celle de la lumière qui le traverse. Silato, meroubé, mechamato. Donc, l'ombre doit être supérieure à l'ensoleillement.
Les mesures de cette ère doivent être effectuées sur le sol, c'est-à-dire on regarde sur le sol de la souka lorsque le soleil est au zénith. Et cette évaluation étant difficile, on pourra observer les cannes du srar. Si en général l'espace entre deux cannes est inférieur à la largeur d'une canne elle-même, la souka est cachère. Ceci est la halacha au sens strict. Cependant, nos chachamim, nos rébéim aussi, avaient l'habitude de poser beaucoup de srar pour que les étoiles avaient l'habitude de poser beaucoup de srar et pour que les étoiles soient visibles, ils prenaient un bâton pour le transpercer afin de créer un trou à travers lequel on voyait les étoiles. Même si à certains endroits le srar est clairsemé et produit plus de lumière que d'ombre, la souka est cachère à condition que l'ombre soit globalement majoritaire, portée sur le sol. Toutefois, on ne pourra pas s'asseoir sous un endroit de 7 tfachim sur 7 tfachim, c'est-à-dire 56 cm sur 56 cm, dont la lumière est majoritaire. Et dans certains cas, la présence d'un tel endroit pourrait rendre inapte toute la souka. Une halakha importante, être assis sous du srar inapte ou sous un espace vide. Eh bien, il faut savoir qu'on ne doit pas s'asseoir et manger sous du srar inapte, mesurant au moins 4 farim sur 4 farim, 32 cm sur 32 cm. Et a priori, on doit être rigoureux et s'abstenir à partir de 3 farim sur 3 farim, 24 cm sur 24 cm. Mais au-dessous de cette mesure, c'est autorisé. De même, on s'abstiendra au-dessous d'un espace vide à partir de 3 tfachim, donc sur 3 tfachim, 24 cm sur 24 cm, ou d'une largeur d'au moins un téphar, 8 cm, s'étalant sur toute la longueur ou la largeur de la souka. Alors, question maintenant, que faire du srar et des 4 espèces après la fête? Eh bien, le srar n'a pas à être déposé à la Gniza, lieu où l'on enterre les vieux livres de la Torah et certains objets saints. Cependant, le srar, ayant servi à une mitzvah, eh bien, il est bien et souhaitable de l'utiliser de façon respectueuse et de ne pas le jeter dans un endroit où il sera humilié ou piétiné. Il semble toutefois que l'on peut le déposer dans les composteurs réservés aux déchets végétaux, ici en France. De même, pour les 4 espèces, donc le loulav, la myrte, la saule et le hétrog, certains ont l'habitude de les réutiliser dans le cadre d'une mitzvah. La myrte pour l'Avdallah et le loulav pour brûler le Hametz qui viendra pour la fête de Pessah. Voilà, donc on a, Baruch Hashem, vu ensemble ces premières lois. Si Dieu veut, on continuera un peu plus tard, si Dieu veut, à partir de dimanche, la continuité des halachot qui concerneront donc les règles du séjour dans la soukha. À bientôt.